Bonjour chers bénéficiaires du FAMOC. Alors moi c'est Massaoulé Samake, coach FAMOC. Donc nous faisons avec vous cette petite séance vidéo aujourd'hui pour vous parler un peu des outils d'accompagnement, les différents outils que nous avons mis à votre disposition. Alors tout d'abord on s'excuse un peu pour la présentation qui est un peu différente du système Windows. Bon, pour les besoins de la vidéo, on a été obligé de le faire sur Linux, qui est notre système d'exploitation. Voilà, donc à quelques niveaux, il y aura juste quelques petits problèmes de mise en forme. Pas trop grave. Donc, dans cette première vidéo, on parlera des outils d'accompagnement. Ensuite, je vous ferai le point du tableau synoptique. Et ensuite, on terminera par le journal de banque et le journal de caisse. Concernant les outils qu'on a mis à votre disposition, le premier outil qu'on a mis à votre disposition, c'est l'attestation de service fait. Donc on va l'ouvrir. Voilà. Donc voilà l'attestation, voilà comment ça se présente. Bon. D'abord, pourquoi est-ce qu'on fait une attestation de service? Le premier objectif, c'est de s'assurer que le prestataire en question a bien effectué le service. Donc, à travers cette attestation, vous, bénéficiaires, vous confirmez que effectivement le prestataire que vous avez eu à prendre a bien fait le service selon les termes convenus. Cependant, si vous avez des appréciations qui sont un peu différentes, ou bien si tel a été l'état de l'appréciation en question, vous les précisez ici. Par exemple, vous dites que le prestataire il a bien fait le travail, ou bien il ne l'a pas bien fait, il y a tel ou tel défaut qui manque. Voilà. Ensuite, pour pouvoir le remplir, c'est rien de plus facile. D'abord, vous pouvez insérer votre logo. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Il faudra peut-être mettre juste votre nom, surtout pour ceux qui sont de la catégorie C. Ensuite, l'attestation de service fait comprend différents éléments. Il est bien de mettre les références parce que grâce aux références, on peut facilement retrouver les documents au niveau de l'alias des pièces. Mais aussi, ces références peuvent nous permettre de faire le lien avec le tableau synoptique qu'on verra très bientôt. Alors, vous remplissez les différentes informations qui sont là. Et voilà, que ce soit le montant de la prestation globale, la durée de la prestation. Alors, pour la durée de la prestation, bon, on peut le mettre en nombre de jours, hein, ça dépend si c'est des séminaires et autres. Voilà, on donne les précisions par rapport à cela. Vous finirez par mettre la date et le lieu. Alors, ici, c'est le responsable qui va signer et mettre son cachet. Concernant le cachet, même pour ceux du guichet C, vous pouvez confectionner un cachet avec votre nom uniquement. Ça fera largement l'affaire. La confection d'un cachet, ça ne coûte pas cher. Je pense que c'est à partir de 6 000 jusqu'à 15 000. Voilà. Donc, ça, c'était le premier outil. Deuxièmement, on va voir le bon de commande. Alors, le bon de commande, c'est en quelque sorte le document par lequel vous confirmez au fournisseur ce que vous voulez acheter. Et je rappelle que le bon de commande est complété par ce qu'on appelle le bordereau de livraison. En principe, quand un fournisseur vient vous livrer des biens, le fournisseur va mentionner les biens qui ont été livrés et vous allez mettre votre signature dessus ainsi que celle du livreur. Vous gardez une copie de cela, ça prouve que les biens ont été effectivement livrés. Alors, il suffira juste, voilà, qu'en termes de recommandation comme information additionnelle, comme vous le savez, en matière de prestation en matière d'utilisation des ressources du FAMOC, il est toujours recommandé de procéder par chèque ou par virement. C'est vraiment l'idéal. Et surtout lorsque les montants sont supérieurs à 50 000. Même si les montants ne sont pas supérieurs à 50 000, c'est toujours mieux de faire un chèque ou des ordres de virement. Voilà, en matière comptable, c'est vraiment beaucoup plus apprécié que les paiements en espèces. Donc pour le bon de commande ici,
Il vous suffira de mettre la quantité. Par exemple, ici, je mets 1. Vous dites par exemple l'article en question. Article ici. Vous mettez le prix unitaire, si c'est par exemple 500 francs, ou bien 5000. Voilà. Vous voyez qu'automatiquement, la machine se charge de faire le calcul et ça sort les différents éléments hors taxe qui est là, TVA et autres. Donc, pour les cas où il n'y a pas de TVA, il suffit juste de le sélectionner, de le supprimer. Voilà. Ensuite, vous allez imprimer ce fichier et le signataire en question, la personne concernée, le bénéficiaire, va mettre le cachet, sa signature, document physique et l'envoyer au fournisseur. Alors, le troisième document, c'est un modèle de contrat de prestation. Comme vous le savez, et lorsque vous recrutez un personnel, ou encore lorsque vous faites appel à une personne extérieure pour effectuer un service, il est bien évidemment très important que le bénéficiaire ou bien la structure en question soit lié par un contrat de prestation qui permet de définir les tâches de tous et chacun et de situer les responsabilités. Donc, les éléments que vous voyez entre parenthèses, c'est à vous de les renseigner et avec les différentes clauses du contrat concerné que vous voyez ici. Voilà. Alors, je pense qu'on va s'arrêter au NIF concernant ce point. Ici, nous avons deux contextes. Dans un premier temps, si vous faites appel à quelqu'un qui dispose d'un NIF, là, c'est l'idéal. Donc, c'est pour cela qu'on recommande toujours, lorsque vous avez affaire à des prestataires, que les prestataires puissent avoir les NIF. Vous, ça vous permet énormément de vous décharger. Parce que le problème qu'il y a, c'est le suivant. En principe, vous devrez prendre un NIF. Parce que je rappelle que même si vous êtes une association, vous avez accès à un NIF. Si la personne avec laquelle la personne qui preste pour vous, cette personne n'a pas de NIF, vous êtes obligé, selon les codes des impôts, de prélever 15% de la rémunération de la personne ou encore du montant facturé. Vous prélevez ces 15% et vous devez les reverser au niveau des impôts. Alors, si vous-même, vous n'avez pas de NIF en tant qu'entité, vous ne pouvez pas prélever cela. Donc, ça, en quelque sorte, ça fait que cette genre de situation devient compliquée. Mais cependant, si vous n'avez pas de NIF, ce n'est pas trop un problème, mais il faut vous arranger à ce que les personnes avec lesquelles vous prestez puissent avoir des NIF. Concernant le cas des salariés, parce qu'on a vu plusieurs cas. Le premier cas, c'est par exemple un salarié, quelqu'un que vous voulez prendre juste pour 3-4 mois. Donc pour ce genre de personnes, ce n'est pas la peine, c'est pas très pertinent de se faire signer un contrat CDD ou un contrat CDI. On peut directement passer par un contrat de prestation. Pour le contrat de prestation, si le salarié n'a pas de NIF, vous devez prélever 15%. Mais si vous-même, vous n'avez pas de NIF, vous voyez qu'à ce niveau, on a un gros problème. Donc, ce qu'on recommande à ce niveau, le salarié seul peut aller au niveau du service des impôts, demander à avoir un NIF. Donc, si le salarié a son NIF, sur la présentation du NIF du salarié, vous lui versez l'ensemble du montant. Si vous avez convenu sur que la prestation va faire 100 000, vous lui versez l'ensemble des 100 000. Quitte maintenant au salarié en question ou au prestataire en question de faire sa déclaration annuelle. Donc, en principe, avant le 30 avril de chaque année, la personne, bien évidemment, j'ai oublié de signaler que au niveau des impôts, lorsqu'on va chercher un NIF, on a le choix entre deux régimes. Le régime réel et le régime synthétique. Donc, on recommande fortement aux salariés ou bien aux petits prestataires lorsque vous partez aux impôts pour un NIF, il faut bien préciser que vous voulez souscrire à l'impôt synthétique. L'avantage de souscrire à l'impôt synthétique, au lieu de payer 15%, ou encore au lieu qu'on vous prélève 15% sur votre revenu, on ne va plus prélever que 3%. Je l'explique d'une autre façon.
Si une personne n'a pas de NIF et qu'on doit lui verser 100 000, on ne va pas lui verser 100 000, mais on va lui verser 85 000, qui fait 100 000 moins 15 000. Lorsque la personne a un NIF maintenant, vous versez à la personne l'ensemble des 100 000. Ensuite, en fin d'année, c'est-à-dire avant le 30 avril de l'année N+1, le salarié en question, ou bien si le contrat est sur une courte durée, la personne elle-même peut aller faire sa déclaration au niveau des impôts. Supposons par exemple que la prestation soit sur, la prestation soit sur 6 mois et que chaque mois vous payez à la personne un montant de 100 000. Donc on aura 6 multiplié par 100 000. Attendez, je vais faire un nouveau fichier directement. Voilà. 6 multiplié par 100 000 égale à 600 000. Donc c'est ce que la personne va percevoir sur l'ensemble du projet. Donc à la fin du programme maintenant, cette personne qui dispose déjà de son NIF va aller au niveau des impôts et il va payer un montant de 600 000 multiplié par 3%. Voilà, ce qui fait à peu près 18 000. Donc là, vous voyez que c'est beaucoup plus avantageux pour ces personnes de passer par un NIF. Donc je viendrai un peu plus loin lorsqu'on va toucher le tableau synoptique sur le cas des salariés. Voilà. Alors, le second document qu'on vous présente, c'est le contrat de location. C'est vrai que très souvent, on préfère passer par quelqu'un qui loue un véhicule sans prendre la peine de signer un contrat. Mais il est très important de signer un contrat avec quel que soit le type de prestataire. Parce qu'en cas de problème, c'est le contrat qui va vous départager. Alors ici, comme vous le voyez, les éléments qui sont en marron sont à renseigner. Voilà. Là, la nature du contrat et puis tous les éléments qui vont avec, vous pourrez les renseigner très facilement. Alors ici, on a ajouté des options dans le contrat. Il est important que le véhicule que vous louez soit en règle en matière de visite technique, d'assurance et de taxes. C'est même bien pour votre sécurité. Alors, pour ce qui est des options, nous en avons deux. La première option, c'est la location sans chauffeur. Cette option, on la déconseille fortement parce que c'est assez compliqué à gérer. Même en cas d'accident, en cas de panne ou en cas de choc, ça devient compliqué. Donc l'option que l'on recommande fortement, c'est l'option numéro 2, le véhicule avec chauffeur. Là, voilà, vous êtes plus ou moins couvert et ça vous permet d'éviter énormément le risque. Donc vous pourrez prendre connaissance du document. Si vous avez des questions plus précises, nous pourrions en parler. Vous allez voir par exemple qu'il y a une clause aussi qui est insérée, qui vous protège. Parce qu'on dit par exemple que toutes les détériorations sur le véhicule constatées sur le PV de sortie seront à la charge de l'assurance ou du loueur. Vous voyez directement que lorsque vous prenez un véhicule avec un chauffeur, en cas de panne, ou bien par exemple on ne le souhaite pas, en cas d'accident, vous allez vous rendre compte que vous pourrez vous décharger facilement sur l'assurance ou la personne même qui a loué le véhicule. Parce que c'est cette personne qui a mis à votre disposition le chauffeur. Voilà. Ensuite, on a différents éléments du contrat qui sont précisés. Voilà. Donc ces éléments sont bien évidemment modifiables. Et voilà. Alors, la demande de cotation, c'est dans le cadre de la procédure, par exemple, lorsque vous faites appel à 3 fournisseurs et ainsi de suite. Ou bien lorsque vous faites un appel ouvert. Donc, c'est les documents que vous envoyez à vos fournisseurs qui vont renseigner pour effectuer les différentes activités en question. Alors, ce document, il n'y a pas une très grande... Voilà, il n'y a pas une très grande exigence sur ça. C'est seulement lorsque les montants sont importants. Lorsque ces montants sont assez importants qu'il est bien de faire ces documents. Mais pour les petits achats de 200 000, 300 000, 400 000, ce n'est pas très nécessaire d'utiliser ce document en question.
trois factures pro forma feront l'affaire. Voilà, c'est la demande de cotation et la demande de renseignement. Alors, on a ce qu'on appelle un état des dépenses. Il arrive des situations, je pense qu'il y en a déjà plusieurs, où c'est des montants de faible valeur. 20 000, 30 000, 15 000, 10 000. Et on ne voit pas la nécessité ou l'utilité même de faire un chèque par rapport à ce genre de paiement. Donc, s'il y a ce genre de paiements qui sont effectués, on peut faire ce qu'on appelle un état de dépense. Dans l'état de dépense, on va renseigner le nom et le prénom du bénéficiaire, le titre ou bien sa fonction, ou encore l'entreprise à laquelle la personne est rattachée. On met le contact, le montant et la personne qui reçoit les fonds appose sa signature. Voilà. Donc, le responsable aussi au sein de la structure va mettre sa signature comme quoi il atteste que ces fonds ont été effectivement versés aux prestataires concernés. Voilà, ça sert en quelque sorte un peu comme de preuve de paiement. Alors, lors des ateliers de formation et autres, on élabore ce qu'on appelle des états de paiement. Ces états de paiement, voilà, vous les connaissez tous, c'est de façon assez classique. Et là, vous renseignez l'activité en question, la date et le lieu. Pour ce qui est de la signature de l'hébergement, on vous laisse le choix à ce niveau. Soit la personne peut signer avec un bic, ou soit la personne peut apposer son empreinte. Voilà, ça va attester que la personne a effectivement reçu les ressources concernées. Bon, on a aussi la liste de présence que vous connaissez déjà tous. À ce niveau, je rappelle qu'au cours des contrôles d'audit, on fait une comparaison entre la liste de présence et l'état des perdièmes. Bien évidemment, il est important de signaler que lorsque quelqu'un touche des perdièmes, on doit retrouver le nom de la personne dans la liste de présence. Il arrivait des cas où l'atelier, par exemple, était sur 5 jours. Les participants, par exemple, on a remarqué que dans l'état de perdième, la personne a empoché l'argent de perdième pour 5 jours. Mais la personne n'avait pas signé toutes les listes de présence. Cela veut dire que, conclusion que l'on peut tirer en matière d'audit à ce niveau, cela veut dire que des personnes sont juste venues une ou deux fois, ils ont touché le perdième sur l'ensemble de la formation, mais n'étaient pas présents certains jours. Donc, en principe, lorsque la personne n'est pas présente, elle ne doit pas bénéficier du perdième. Donc, il faut bien veiller à ce niveau. Lorsque vous faites des formations et des ateliers, il est opportun que ce soit uniquement ceux qui ont effectivement signé, qui étaient effectivement présents, qui touchent les perdièmes. L'autre document qu'on a proposé, c'est l'ordre de mission. Voilà, avec les différentes informations concernant les personnes. Et au verso de l'ordre de mission, il faut que les personnes pour lesquelles on rend visite en fait, apposent leur signature avec les différentes dates. Donc au verso du document, il faut qu'on puisse voir vu à l'arrivée tel jour, vu au départ tel jour, signé par telle autorité. Ça fait foi de votre présence effective sur le lieu en question. Alors, les termes de référence qui sont des documents que l'on va beaucoup utiliser au cours de différentes activités. Ici, on a proposé un modèle. Donc, vous pouvez vous inspirer de ce modèle pour remplir les différentes parties qui concernent votre activité. Alors, nous voici au terme de cette présentation qui a porté sur une vue synoptique des outils d'accompagnement. Je rappelle que ces documents, nous avons élaborés en se basant sur le manuel du FAMOC. Donc, je rappelle que ces outils ne sont pas, c'est pas une obligation de les utiliser.
Si vous êtes dans des structures où vous avez déjà des outils qui permettent de faire le travail comme ceux-là, ou bien qui vont beaucoup plus en profondeur, vous pouvez continuer avec ces outils et les garder. Voilà. Mais par contre, ceux qui n'ont pas d'outils de ce niveau, ou bien qui n'ont pas ce genre d'outils, ils peuvent directement utiliser ceux qui sont là. Voilà. Et l'adapter à leurs besoins. Donc je rappelle que il ne faudrait pas forcément que vous utilisiez forcément comme Tectus, comme c'est mentionné ici. Bien évidemment, l'ensemble de ces outils, vous pouvez les adapter à vos réalités. Voilà. C'est un peu juste comme des modèles. Donc, nous sommes au terme de cet exposé. Nous vous remercions beaucoup. Voilà, et à bientôt.